rejoindront. Donc, merci à tous d'être avec nous sur ce webinaire, à chaque fois de plus en plus nombreux, sur chaque thématique proposée par AGED. Donc ça, c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Donc ce soir, nous allons parler de la vie sociale en institution et des activités inspirées de la méthode Montessori, avec donc Martine, qui est notre experte de l'équipe et qui va vous amener tout plein de choses intéressantes. Donc avant qu'on démarre, simplement, voilà, prenez bien le temps de vérifier voilà, votre connexion, votre son, tout ce qui va faire qu'on va être confortable sur cette soirée. Donc, nous terminerons à 19 h comme annoncé. Moi, je suis Christelle, donc je serai la facilitatrice technique de cette soirée. Vous verrez, je vais rebondir sur quelques propos de Martine. Je serai aussi celle qui va recueillir vos questions dans l'onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, on a vérifié avec vous tous qui étiez là au début. Donc, ça fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à amener vos questions au fil de l'eau, à utiliser aussi l'onglet avec le petit pouce levé si vous souhaitez appuyer cette question pour que moi, modératrice, je puisse l'amener à Martine pour qu'elle puisse y répondre rapidement et efficacement. Voilà. Si jamais, par malheur, nous avons des coupures réseau, chose qui n'est pas arrivée jusqu'alors, mais on ne sait jamais, ne partez pas, nous revenons, nous restons là. Donc, patience et persévérance, mais normalement, ça devrait fonctionner. Sandrine m'indique que l'onglet Converser ne fonctionne pas, pourtant, il devrait marcher. Donc là, je vais vous mettre un petit message. On va faire un test, comme pour l'onglet Questions-réponses. Juste si vous voulez bien m'indiquer si vous voyez quelque chose s'afficher dans l'onglet Converser. Donc cet onglet Converser qui est uniquement dédié à vos remarques et pas aux questions. Attention, si vous mettez vos questions dans l'onglet Converser, je ne pourrai pas les ramener à Martine. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose s'afficher dans l'onglet Converser? Normalement, je vous ai mis bonjour. Oui. Tu vois, Martine? Oui, on voit bonjour. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Donc, suite, voilà, je vois des mains qui se lèvent. Donc, c'est plutôt bon signe. 5 participants ont levé la main, donc impeccable, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Ok. Donc, simplement, j'ajoute avant qu'on démarre que, comme à notre habitude, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur le site internet d'AGED dont vous voyez l'adresse en bas à droite de votre écran. D'ici une quinzaine de jours à peu près, il sera accessible librement. Voilà, et donc moi, je ne suis que Christelle, facilitatrice de cette soirée, formatrice Montessori, responsable pédagogique d'AGED Montessori Lifestyle. Et aussi, vous m'avez peut-être vu sur d'autres webinaires, notamment celui autour de la fin de vie en institution, accompagner la vie jusqu'à la fin. Voilà, mais là, ce n'est pas le sujet. Donc, je passe la parole à Martine pour démarrer sans attendre. Martine, je te laisse te présenter et accueillir nos participants. Eh bien, merci Christelle. Alors, tu n'es pas que Christelle, hein, je tiens vraiment à le préciser. Sans toi, ça serait compliqué. Tout le monde m'entend bien là, parce que moi, je ne vois pas forcément les pouces, etc. Ok. Ouais, il y a des mains qui se lèvent. Ok, merci pour ça. Bonjour à tous. Et puis, bien, très heureuse d'être là ce soir parmi vous pour exprimer tout ce qui va être dans ce webinaire. Alors, je suis Martine Perlot. Peut-être il y en a qui me connaissent. Et je suis du 6-2 du Pas-de-Calais. Voilà. Je suis coordinatrice de la vie sociale en EHPAD depuis déjà plusieurs années. Je suis DEGEPS depuis plus de 20 ans. Donc, à cette époque, ce n'était pas le DEGEPS, mais le DEFA, pour ceux qui ont connu ceci. Et je suis formatrice Montessori depuis 10 ans déjà.
Je suis chargée du développement de l'offre d'AGED sur la thématique des activités inspirées de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées. Donc, bien sûr, ce soir, eh bien, je vais vous parler des activités et des animations que l'on peut proposer aux personnes âgées en structure inspirées de la méthode Montessori. Merci. Pour commencer, allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, je tenais à vous montrer un petit film sur une classe de maternelle de Gennevilliers. C'est une classe qui est située en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, et dans laquelle eh bien, la méthode de Montessori est appliquée. Elle a été filmée, cette classe, par Céline Alvarez. J'aimerais bien, et je vous invite à observer 5 points qui me semblent importants, s'il vous plaît. Pourriez-vous observer les enfants, personnes importantes dans la classe, bien sûr. Observer l'environnement de la classe, les activités proposées, le matériel utilisé et enfin, la posture de l'enseignant. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Les enfants, l'environnement, les activités, le matériel et enfin, la posture de l'enseignant. Bonne vision. Divisé par 3 égale 3299 et presque 1. Hélicoptère. L'histoire que nous allons vous lire s'intitule Tous les bisous. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. C'est pas fini tout. Pourquoi? Je voudrais dormir, moi. C'est pas moi, papa. C'est lui. Comment ça, c'est lui? Vous êtes plusieurs? J'en ai assez. Bois ce sirop tout de suite. Et alors, t'as vu? Il est terrible, mon papa. Voilà, merci pour ce petit temps de visionnage. Alors, tout d'abord, parlons des enfants. Qu'avez-vous remarqué? C'est une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Des enfants en échec scolaire, en grande difficulté
social. Et pourtant, j'en ai bien l'impression, ils sont heureux d'être là. Les sourires sont agrafés aux lèvres, ils sont heureux d'être là. En ce qui concerne l'environnement, eh bien, il est adapté. Il propose une multitude d'activités sous forme de petits ateliers où les enfants peuvent se rendre librement, par choix, individuellement ou en petits groupes, tout cela dans le même environnement, dans la même classe. Le matériel, il est aussi adapté. Il est esthétique, il est beau, il est interactif, utilisant des objets de la vie de tous les jours. Il est facilement manipulable et très reconnaissable par les enfants. En ce qui concerne les activités, elles sont diverses. Aussi bien intellectuelles, on a vu des gens à lire, calculer, de la géographie, mais aussi des activités de la vie quotidienne, l'habillage, le ménage, quelques jeux sportifs d'équilibre, et encore une fois, je le répète, toujours dans le même environnement. Passons enfin à la posture de l'enseignant. Ben, l'enseignant n'est pas visible sur le film, et pourtant il est là. Il accompagne les enfants au travers des diverses activités. Il a un rôle de facilitateur. Il facilite l'accès à l'apprentissage. L'essentiel de son travail est en amont, dans la préparation de l'environnement, du matériel et des activités. Durant l'activité, il guide. Il se met en retrait et il observe les enfants. Il part de l'observation de l'enfant et se laisse guider par eux. Il aura ainsi toutes les données pour adapter, voire ajuster si nécessaire. Donc, en fait, il ne fait pas à la place de l'enfant, mais il l'aide à faire seul. D'où la grande devise de Maria Montessori, « Aide-moi à faire seul ». Maintenant, nous allons ensemble réfléchir à partir des mots de Maria Montessori sous forme de citation. Comment appliquer la méthode Montessori auprès des personnes âgées à troubles cognitifs? Alors, Martine a choisi de partir de la vidéo, puis des mots de Maria Montessori pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Alors, moi, j'ai pour mission simplement de lire chacune des citations pour qu'ensuite, Martine puisse rebondir. Donc, la première qu'on vous propose ce soir est celle-ci. Nous nous substituons à lui dans toutes les actions qu'il voudrait accomplir lui-même, lui fermant toute possibilité d'activité, devenant l'obstacle le plus puissant à son développement. Alors, Martine, qu'en penses-tu? Merci, Christelle. Oui, on se substituait. Je me souviens, quand j'étais animatrice, parce que je l'ai été pendant des années, je pensais qu'accompagner une personne âgée était synonyme de faire à sa place. Ben, je courais toute la journée. Le travail était compliqué. Je faisais beaucoup de choses à la place des résidents et je me souviens même avoir eu sur ma paye une prime de chaussures tellement que les kilomètres étaient nombreux. Mon métier était très fatigant. J'avais une vision très particulière de la personne âgée. Tout simplement une personne qui possède une somme de déficits. Je savais qu'il ne pouvait plus faire et qu'il ne savait plus faire. C'était la vision que j'avais de la personne âgée. Jusqu'au jour où j'ai croisé le message de Maria Montessori. Et là, mon regard a changé. Il a changé parce que on m'a dit, ce sont des personnes porteuses d'un handicap. C'est-à-dire que dans cette phrase, le mot personne est le plus important. Il représente les capacités de la personne. L'handicap, les déficits. Mais le mot personne, hyper important. Alors, agis avec ces personnes comme on agit avec toute personne porteuse d'un handicap, dont là, l'handicap et les troubles cognitifs. Apprends à connaître la personne, c'est-à-dire apprends à connaître les capacités et compense, contourne les déficits, donc l'handicap. Ben comment? En adaptant l'environnement, le matériel et l'activité. À toi, Christelle. Mais sans faire à sa place, du coup. Et sans faire à sa place. Juste l'aider à faire seul. Exactement. Deuxième citation qu'on vous propose pour continuer à réfléchir les activités adaptées aux personnes âgées inspirées de la méthode Montessori, c'est celle-ci.
La plus grande source de découragement réside dans la conviction qu'une personne est incapable de faire quelque chose. Merci Christelle. Et là, sur cette photo, on voit une dame qui retire elle-même le vernis de ses doigts. Il est rare quand même dans les structures de voir qu'une personne se retire elle-même son vernis. Il y a toujours quelqu'un, une bonne âme charitable, pour lui retirer ce vernis. Pourquoi? Parce que simplement la personne n'a pas de dissolvant. Pourquoi ne pas adapter? Pourquoi ne pas lui mettre à disposition une boîte dans laquelle il y aurait du dissolvant, sur lequel il serait indiqué dissolvant, avec peut-être des cotons sur lesquels il serait indiqué pour l'aider et l'indicer coton, et pourquoi pas de nouveaux vernis qu'elle pourrait être en mesure de mettre elle-même. Mais c'est vrai que la plupart de ces boîtes d'esthétisme sont dans un placard fermé à clé, dans un bureau aussi fermé à clé. Donc Martine, tu voudrais dire que finalement, l'activité faire ses ongles peut être une activité inspirée de la méthode Montessori, pour peu que l'environnement de l'activité soit préparé et que le facilitateur aide la personne à faire cette activité seule. Exactement. Autre proposition, autre mot de Maria Montessori, le vrai accompagnement est une tâche mutuelle qui exige de la patience, de la considération et de la bienveillance. Alors, dans cette citation, il y a beaucoup de mots importants que l'on connaît: patience, considération et bienveillance. Mais il y a deux mots hyper importants que je trouve aussi hyper importants, c'est tâche mutuelle. Tâche mutuelle. C'est une tâche réalisée ensemble. Si c'est moi qui fais tout, ce n'est donc plus de l'accompagnement, mais de l'assistanat, puisque l'accompagnement est une tâche mutuelle, c'est-à-dire que l'on va rechercher l'engagement de la personne. Si on veut l'engagement de la personne, il faut la remettre au centre, au cœur des décisions, de toute implication la concernant, co-construire ensemble les projets la concernant, qu'elle redevienne actrice de sa vie. Lorsqu'on propose dans les structures aux habitants d'aller au cinéma, de faire un loto, de faire un quiz ou autre, qui a choisi l'activité? Est-ce l'animateur? Est-ce certains soignants? Ou l'habitant? Dans la plupart des cas, nous choisissons pour eux. Nous leur imposons. Et quelquefois, on se rend compte qu'ils refusent, tout simplement. Et là, on ne comprend pas bien parce qu'en fait, ce que l'on veut faire, c'est pour eux, c'est pour leur bien-être, mais ils refusent. Pourquoi? Tout simplement, on impose les choses, on ne leur demande pas le choix, on ne les engage pas dans la décision des activités à proposer. Et c'est vrai qu'il y a une phrase choc: si tu m'imposes, je m'oppose. Alors, redonnons-leur le choix pour qu'ils puissent enfin se réengager dans l'activité et que ça devienne une tâche mutuelle. Donc là, c'est pas rien ce que tu nommes, Martine, puisque finalement, tu amènes doucement que l'animateur ne décide plus seul lorsqu'il incarne les principes de la méthode Montessori. Il co-construit avec les habitants le programme d'animation, le programme d'activité, etc. Etc. Exactement. Une autre citation de Maria Montessori, donc elle parlait des enfants, mais finalement on se rend bien compte que c'est applicable aussi aux personnes âgées qu'on accompagne. Elle nommait « Ils apprendront avec leurs mains, ils apprendront en pratiquant ». Exactement. Encore une citation qui renforce le fait d'engager les habitants dans les activités. Maria Montessori avait compris en observant les enfants qu'ils apprenaient beaucoup plus vite et mieux en pratiquant et en manipulant. C'est un peu du 3 en 1. C'est aussi bien que le shampoing du 3 en 1. Le fait d'engager dans l'activité
le fait d'engager la personne dans l'activité optimise celle-ci. Pourquoi? Parce que lorsque vous engagez le corps, automatiquement et systématiquement, vous engagez l'intellectuel. Et automatiquement et systématiquement, quand vous engagez le corps et l'intellectuel, vous allez engager aussi l'émotionnel. Du 3 en 1, c'est-à-dire qu'on va vraiment optimiser cette activité. Quelquefois, on attend, ben voilà, on n'a pas de temps. Il est temps, donc important d'optimiser l'activité. Mais quelle activité proposer? Quelle activité proposer? Et là, sur la diapo, eh bien, il y a un petit jeu de catégorisation où il y a 2 items, j'ai et je n'ai plus. Imaginons que ce petit jeu de catégorisation, on change les items et on met j'aime et j'aime pas. Et là, on va proposer des petites cartes aux résidents, à l'habitant, et il va nous donner ses goûts et non-goûts à travers le j'aime et les j'aime pas. Sur les loisirs et activités, ou les habitudes de vie, ou ses préférences alimentaires, ou encore ses centres d'intérêt et passion. Tout ce que nous allons découvrir à travers ce petit jeu sera vraiment un trésor, car ce trésor va nous permettre d'adapter au mieux, au plus proche des capacités de la personne et de ce qu'elle veut faire. Donc, ça veut dire, Martine, si je comprends bien, que pour adapter les activités selon les principes de la méthode Montessori, la personne qui va faciliter l'activité ne pourra plus jamais envisager de pratiquer sans mettre quelque chose à manipuler dans les mains des habitants accompagnés. Mais bien sûr, l'engagement va commencer ainsi à travers la manipulation. Mais souvent, c'est l'animateur qui manipule, qui distribue les cartons, qui redonne la balle, qui tient le livret de chant. Exactement, on a tendance à faire à la place, on a tendance à tout faire à la place. Et c'est vrai qu'on voit des gens, la plupart du temps, des habitants inactifs et un animateur, une animatrice totalement fatigués en fin de journée pour cause d'avoir fait toutes les activités, toutes les animations de la journée. Et les habitants, eh bien, très peu actifs. Oui, la manipulation, l'engagement est une clé très importante dans l'approche Montessori, dans la méthode Montessori. On apprend avec nos mains. Pour aller encore un peu plus loin, Martine, une nouvelle citation de Maria. L'attention que l'on mettra dans la présentation du matériel permettra d'éveiller son intérêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette citation nous rappelle une chose importante, d'adapter le matériel. Ce matériel, la présentation du matériel permettra d'éveiller l'intérêt. Ça veut dire que le matériel doit être esthétique. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le film, il doit être beau, tout simplement, reconnaissable par la personne. Sur cette diapositive, eh bien, nous voyons un monsieur qui réalise un puzzle avec des chiens. Je suis persuadée que cette personne adore les chiens. Alors, si ce support de puzzle, c'est tout simplement une photo de chien qui a été tirée d'Internet et que l'on a fait des morceaux pour réaliser un puzzle, je suis persuadée que le fait d'avoir des chiens à reconstituer en forme de puzzle va énormément l'attirer. Donc, voilà, le matériel doit être adapté en ce sens, d'éveiller l'intérêt de la personne encore à être engagée dans ces activités. Alors, cette petite activité, ce qui est génial, c'est qu'elle est peu chère et très vite mise en place. Et c'est une activité individuelle, Martine. Et comment on pourrait faire pour rendre cette activité plus collective alors? Mais pourquoi pas mettre un puzzle à plusieurs personnes autour de cette table avec un thème bien spécifique à chaque personne? Il serait très intéressant de pouvoir faire dans ce collectif de plusieurs personnes autour d'une table, 3, 4, 5 personnes, et bien de l'individuel quant au choix du puzzle à réaliser, entre autres. Allez, on continue pour amorcer la réflexion dans ce webinaire. Maria Montessori disait « Il ne s'agit pas de l'abandonner à lui-même pour qu'il fasse ce qu'il voudra,
mais de lui préparer un milieu où il puisse agir librement. Exactement. Ils ne font pas ce qu'ils veulent ce qu'ils font. Sur cette photo, on voit un environnement particulier. Il est adapté. En arrière-plan, on voit sur le meuble, par exemple, des étiquettes, ce qu'on appelle une signalétique. Ces étiquettes, cette signalétique, va permettre aux habitants de pouvoir agir librement dans un environnement qui sera adapté. Combien de fois les habitants d'une structure, tout simplement interpellent le soignant pour se verser un verre ou avoir une activité. Pourquoi? Parce que tout est sous placard, tout est derrière une porte et ils ne savent pas où trouver l'objet. Il est intéressant de rendre une certaine liberté aux résidents, à l'habitant, en y plaçant sur cet environnement des indices qui leur permettront d'agir librement. Voilà un environnement adapté. Et lorsque l'on parle d'environnement adapté, bien sûr, on pense mur, table, chaises, meubles. Mais il existe aussi un environnement humain. Et là, dans l'environnement humain, eh bien, il y a des habitants. Et là, on peut voir sur la dame qui tient le livre, eh bien, une autre signalétique que l'on appelle un badge. Chaque personne peut avoir son badge sur lequel il y a forcément le nom ou le prénom de la personne. Ce badge aussi, en termes de signalétique, va permettre aussi une connexion entre résidents. Il va permettre des interactions sociales, des connexions positives, mais aussi participatives. Maria Montessori disait, mettez à l'extérieur ce qui n'est plus à l'intérieur. On voit encore une fois sur cette diapositive, en termes d'adaptation, la personne est en train de lire. Elle participe à un atelier de lecture et de discussion. Et on ne voit pas l'animateur lire, mais c'est bel et bien l'habitant qui lit le livre, un livre qu'elle a en main, un livre qui est adapté, avec des écritures adaptées, avec des photos correspondant au texte et quelquefois des questions pour permettre une interaction et encore une fois d'engranger des informations quant à la vie de la personne, des personnes présentes à cet atelier. Ça veut dire, Martine, Pardon, oui. Ça voudrait dire que le plus gros du travail de l'animateur, ou de celui qui va proposer l'activité adaptée inspirée de la méthode Montessori, ça va être de préparer l'environnement pour aider les personnes à faire seules pendant l'action, l'activité en elle-même. Exactement, exactement le film que l'on a vu au départ. L'enseignante, son travail essentiel sera en amont, dans la préparation de l'environnement, du matériel et de l'activité. Ensuite, laissez faire les personnes, observez-les et partez de ce qu'elles vous donnent en termes de réponses à travers ces activités adaptées. Pour ce livre de lecture, lorsque vous viendrez me voir dans une formation, eh bien, je vous donnerai des clés pour mettre en place ce style de livre. Et là, sur ce visuel, Martine, finalement, on voit que dans l'adaptation de l'environnement, plusieurs options d'activités sont offertes aux habitants. Donc, il y a la possibilité de se servir à boire, de ranger dans un placard, de lire, d'interagir les uns avec les autres. Finalement, l'animateur ou le facilitateur d'activité va être celui qui va adapter l'environnement pour qu'il puisse proposer un maximum d'options aux habitants présents. C'est bien ça. Exactement. Au sein d'une même pièce, encore une fois, au sein d'un même environnement, toute une multitude d'activités pourront être réalisées. Bien sûr. Ce qui va laisser le choix à la personne, peut-être, de se lever et de, pourquoi pas, de verser, comme tu le disais, se verser un café ou pourquoi pas avoir un rôle social et de proposer un café à tout le monde. On est dans l'activité. Alors, on peut passer de l'animation à l'activité, mais bien sûr quotidienne.
Alors, une autre citation de Maria pour aller encore plus loin dans notre réflexion. Ne l'aidez jamais à accomplir une tâche qu'il sent qu'il peut accomplir seul. Oui, ne l'aidons jamais à réaliser, à accomplir une tâche qu'il peut accomplir seul. C'est très infantilisant de faire à la place d'une personne qui a les capacités de faire l'activité. Sur cette photo, on voit une personne, un monsieur, qui, je pense, adore bricoler, hein, et on voit une boîte à outils avec de vrais outils. Pas de outils en plastique, de vrais outils. On le sait, on a peur qu'ils se blessent. Mais ils ne se blesseront pas, il s'est adapté. Il a donc une vraie boîte. Et sur cette boîte, encore une fois, cette boîte est indicée de manière, il y a une signalétique, de manière à indicer, à accompagner la personne à faire ce rangement, puisque là, pour le moment, je pense qu'il fait un rangement. Il a dans sa petite corbeille des petits outils qu'il doit placer au bon endroit dans les bons rangements. Les activités sont adaptées. Ça, c'est une activité adaptée. Il est intéressant de toujours partir du plus simple vers le plus complexe. Là, on peut se permettre de faire ce qu'on appelle des extensions horizontales, c'est-à-dire que l'on va pouvoir progresser en proposant 4 petits rangements, comme on voit en façade de la boîte, mais on pourra changer. Au lieu de mettre des vis et des écrous, on pourra mettre certains clous, des rondelles, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une extension horizontale. On va pouvoir aussi faire une extension verticale croissante, c'est-à-dire, pourquoi pas changer la boîte et avoir une boîte dans laquelle il y aura un plus grand nombre de rangements pour amplifier et avoir une progression dans l'activité. Donc, on aura plusieurs objets à ranger. Et bien sûr, si on a une extension verticale croissante, ça veut dire que si on a été un peu trop en fonction des capacités, eh bien, on peut faire une extension verticale décroissante, c'est-à-dire revenir avec un peu moins de rangement. Voilà une activité qui est totalement adaptée. Ce qui est intéressant de voir, encore une fois, et on l'a dit tout à l'heure, mais on le revoit ici, on voit en arrière-plan une dame qui est assise à un bureau, qui doit travailler sur l'ordinateur, etc. Et là, c'est intéressant, encore une fois, de voir que l'on peut faire seul, mais ensemble. Pouvoir faire de l'individuel dans le collectif et toujours encore dans ce même environnement, dans ce même milieu. Permettre de mettre en place des pôles d'activité à chacun pourra permettre une progression individuelle de chaque personne, comme on vient de le voir juste avant. Encore une fois, dans un environnement, plusieurs activités peuvent être proposées. Il se développe avec ce qu'il trouve autour de lui. Si ce qui est à sa disposition est pauvre, alors son œuvre sera pauvre. Bon, ça parle de soi, hein, on est d'accord. Si la personne n'a que, en termes d'activité, de manipulation, un verre d'eau face à elle, forcément, elle ne pourra faire que ce qu'elle peut faire avec un verre d'eau. Peut-être le renverser pour montrer qu'elle a besoin d'activité car elle s'ennuie. Il serait intéressant de proposer du libre accès à ces activités. Encore une fois, adaptons l'environnement pour que cet environnement soit porteur d'activité, de manière à ce qu'il puisse y avoir de l'activité spontanée sans peut-être l'intervention de l'animateur qui peut-être, lui, être occupé dans un autre groupe ou à un autre étage de la structure. Encore une fois, on voit la signalétique, tout est indicé sous forme de signalétique pour permettre l'accès le plus adapté, le plus facile et dans une certaine liberté pour les habitants. Ouvrons l'activité. Le progrès ne dépend pas du matériel lui-même, mais bien de l'utilisation qu'on en fait, Martine. Oui, pas la peine d'investir des cents et des mille. N'achetons pas le poste du dernier cri. Ce qui est important pour ce monsieur qui adore la musique, eh bien, c'est le poste qu'il a toujours connu, celui qu'il a toujours utilisé, celui qu'il l'avait peut-être à la maison, hein, on est d'accord.
Donc, on est d'accord que ça ne dépend pas du matériel lui-même, mais bien du sens que l'on veut en tirer de cette activité. Maria Montessori disait aussi, ne vous encombrez pas de tests. Tout ce que vous devez faire est de les observer, de les étudier dans leur nature même. Exactement. Alors là, l'image, hein, on voit bien que la personne est engagée de par son sourire, on ressent bien l'authenticité du moment et l'attention qu'elle porte à l'activité. Faisons en sorte d'engager le résident dans des activités. Observons les résidents. Si vous mettez en place des activités multiples et variées en libre accès, comme on vient de voir, ils vont aller dans ces activités et ils vont vous démontrer leur capacité. Car ils n'iront pas faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Ils iront automatiquement, ils seront attirés par des activités qui auront un écho pour eux en termes de capacité. Pour moi, l'activité a deux portes d'entrée. On peut utiliser l'activité à travers, c'est-à-dire mettre en place une activité avec ce que l'on aura engrangé de connaissances du résident, c'est-à-dire ses capacités, ses goûts et ses non-goûts. Enfin bref, l'activité peut être ce que j'appelle moi l'huile essentielle de l'habitant, c'est-à-dire une activité qui va coller au plus proche de l'habitant. Mais la deuxième entrée, ça peut être aussi utiliser l'activité en termes d'observation de leurs capacités. Observez-les dans un milieu que l'on va adapter et voyons ce qu'ils en font et allons faire ce qu'ils peuvent faire en ce qui concerne leur capacité, tout simplement. Je pense que les animateurs, les personnes qui mènent les activités, les animateurs et autres, hein, doivent avoir beaucoup d'agilité, beaucoup de flexibilité et surtout beaucoup d'adaptabilité. Martine, j'ai une remarque de Véronique dans la discussion qui dit, mais alors finalement, ça veut dire que l'activité n'est pas que l'affaire des animateurs, mais bien l'affaire de tous. C'est exact, Véro. C'est vraiment l'affaire de tous, mais on oublie quelqu'un. C'est l'affaire de tout le personnel dans sa splendeur, l'animation, les activités de la vie quotidienne. C'est aussi l'affaire des résidents, des habitants vivant dans cette structure. Mais pour ça, il faut leur permettre. Et c'est encore une fois, mettons en place, adaptons l'environnement pour que cela puisse se faire. On est tous, bien sûr, touchés par l'activité et c'est l'affaire de tous. Mais n'oublions pas les habitants. Très bonne remarque. Ce qui manque, Martine, ce n'est pas le temps, c'est la patience. Ouais, ce qui manque, ce n'est pas le temps, c'est la patience. À l'image de ce monsieur, de cet habitant, il regarde ses plantes pousser. Il prend la patience de regarder ses plantes pousser. C'est vrai qu'au préalable, cet habitant a dû travailler la terre, peut-être la retourner, peut-être la désherber. Il a enfin planté des graines qu'il va ensuite nourrir, peut-être apporter des engrais, les arroser et peut-être même les accompagner dans leur poussée vers le soleil en y mettant des tuteurs. Parce qu'un jour, eh bien, l'idéal serait soit de cueillir ces fleurs ou de récolter les fruits. Les soignants doivent agir de la même manière que cette personne, petit à petit, avec beaucoup de patience. Les petits pas font les grands pas, les petites choses font les grandes choses. Ce sont les petites choses qui font les grandes choses. Donc, beaucoup de patience. Donc, si je comprends bien, Martine, le rôle du facilitateur d'activité, c'est déjà préparer un environnement adapté et porteur de sens, observer, puis ajuster et fonctionner en cycle permanent comme ça pour adapter l'activité Exactement. au plus près des personnes. Au plus près des personnes, en partant toujours de ce qu'ils nous proposent. C'est vrai que la plupart des animateurs, hein, j'en suis une, même dans le jeu, nous imposons.
Dans tous les jeux, nous imposons les choses. On impose la plupart du temps bien comment dirais-je, le déroulé du jeu, les consignes du jeu. Et combien de fois on peut voir des personnes qui ne veulent pas s'engager dans le jeu parce que tout simplement, ils ne veulent pas faire tel que nous, on le projette, c'est-à-dire qu'on leur impose notre vision même de l'activité. Quelquefois, il est bon de les laisser faire, de voir, encore une fois, d'observer la réponse et d'aller sur ce terrain de réponse et de construire ensemble quelque chose de progressif. Le plus grand signe de réussite, c'est de pouvoir dire « il travaille maintenant comme si je n'existais pas ». Voilà le fruit récolté. Voilà la fleur cueillie. Voilà le fruit récolté. Nous voyons là sur cette diapositive bien, une dame heureuse d'accrocher du linge, seule, comme si nous n'existions plus. Et ça, pour moi, c'est une des plus belles finalités, c'est le fruit récolté. Ils agissent maintenant comme si nous n'existions plus. Et ça, c'est encore une fois la patience de pouvoir mettre en place des activités adaptées de manière, en observant les résidents, de manière à ce que ces personnes puissent avoir le temps de s'exercer, car l'exercice va permettre la maîtrise de l'activité ou de l'action, et cette maîtrise se transformera en habitude, en routine. Et ces routines et ces habitudes bien, vont faire que la personne va agir tout simplement sans notre aide. Ça, c'est le fruit. Et là, à l'image, Martine, on voit juste une dame qui étend du linge. Ça peut sembler très simple comme activité à proposer en EHPAD. Mais bien sûr, mais c'est la vie, c'est la vie. Ne faisons pas de nos EHPAD des centres de loisirs pour personnes âgées. Faisons des milieux de vie, ambiançons nos EHPAD, nos structures en milieu de vie, en communauté, où chaque personne pourrait avoir une activité, voire un rôle à proposer pour faire vivre cette communauté. Oui, faisons de l'ordinaire de l'extraordinaire. Martine, Pardon, l'envol d'âme en toute autonomie, en toute indépendance, c'est quand même pas mal. C'est bien ce que l'on recherche à travers les animations. C'est bien le rôle, entre autres, de l'animateur, de toute personne accompagnant les personnes âgées. Avant de passer à la suite, Martine, je te rapporte une question d'Elisa dans l'onglet questions-réponses. Oui. Elisa dit, donc j'ai une question. Je souhaite mettre en place de la danse et du mouvement pour travailler les capacités cognitives. La méthode Montessori peut-elle s'inscrire dans ce cadre et comment? De la danse. De la danse et du mouvement pour travailler les capacités cognitives. La méthode Montessori peut-elle s'inscrire dans ce cadre et comment? Mais bien sûr, puisque tout à l'heure je l'ai dit, si vous entraînez le corps physique, automatiquement vous allez entraîner le corps intellectuel et le corps émotionnel via la réminiscence et les souvenirs. Partez toujours du plus simple au plus complexe. Commencez petit et rajoutez bien sûr des mouvements au fur et à mesure. Demandez aux habitants ce qu'ils aimeraient faire. Proposez-leur de faire des choix dans les mouvements. Si vous venez à la formation que je vais dispenser sur les activités inspirées de la méthode Montessori, je vous montrerai la démarche à suivre pour mettre en place ce style d'activité. Tout est possible, tout est possible. Les principes montessoriens sont les outils pédagogiques pour accéder à l'objectif que l'on se fixe, tout simplement. Donc, je vous présenterai les principes montessoriens qui sont en fait la colonne vertébrale de Montessori. Et à partir de ça, tout est adaptable. Tout est adaptable. C'est toujours les mêmes principes. Et le but finalement du facilitateur d'activité, c'est viser l'engagement des habitants. Et là, dans la proposition qui est faite par Elisa, à savoir la danse, je pense à moi quand je serai vieille en établissement, je déteste danser.
Donc, si Elisa, très gentiment, me propose un atelier danse, il est fort probable qu'elle ne m'engage pas dans cette activité. Donc, vraiment aussi partir de qui est la personne, ce qui va faire sens pour elle, et non pas simplement projeter une activité globale de grands groupes en espérant que ça fonctionne pour tous, puisque chaque personne, chaque habitant de la maison est un individu à part entière avec ses spécificités, ses goûts propres et personnels. Nous rappelons que c'est une méthode centrée sur la personne. Tout doit partir de la personne, de l'habitant. Bien sûr que oui. Alors, on a une petite remarque de Véronique dans les questions-réponses qui nous précise, et c'est vrai, on ne l'a pas nommé Martine, que des travaux d'Angelina Linard, des recherches scientifiques sur la pédagogie, montrent l'évidence du lien entre cognition et mouvement. Bien sûr. Voilà, si Elisa, vous voulez aller plus loin encore pour préparer votre proposition de danse pour la mise en mouvement, pour travailler les capacités avec les habitants, vous avez Angelina Linard qui a publié des recherches sur le sujet. Merci Véro. Du coup, on va pouvoir passer au second temps. Alors attends, j'ai une autre question, je crois. Ah, j'en profite pour voir un petit coup. Hein. Ah oui, ouais. En plus, c'est une question super intéressante. Non, non, super intéressante. Ah. Mais si je n'ai pas l'identité de la personne, je vois que c'est Galaxy qui nous pose la question. Ah, bah alors si c'est la galaxie, ça ne peut être que bien. Et qui nous dit, pour des raisons sanitaires ou de sécurité, il y a souvent des blocages pour des activités simples, comme comment faire pour que les choses évoluent, comme pour mettre la table, tout simplement. C'est une excellente question. Martine, je te laisse répondre. Quel problème sanitaire? Celui des mains qui ne seraient pas forcément propres, c'est ça que la personne veut sous-entendre? Je pense que Galaxy pense à ça. Ben oui, hein, on vient de passer une période relativement terrible avec la Covid, hein, je ne vous apprends rien. Et c'est vrai que eh bien, on est arrivé à un stade où, quelquefois, hein, dans certaines structures, bien même la mise de table était interdite parce que, bah oui, les résidents touchent avec leurs mains, mais bien sûr, parce qu'avec les pieds, c'est quand même un peu plus compliqué, hein, c'est vrai. Mais pourquoi pas leur laver les mains? Pourquoi pas dire OK, on va respecter tout ça, même si c'est vrai que voilà, on est dans un milieu de vie, je pensais, hein. Mais pourquoi pas entamer l'activité avant de faire l'activité, ben, tout simplement faire un lavage de mains, comme le personnel peut le faire, tout simplement. Et détourner, enfin, c'est pas détourner, c'est simplement de se nettoyer les mains, peut-être avec une lotion hydroalcoolique ou tout simplement avec du savon et passer au lavabo avant de faire l'activité. Voilà, voilà, je pense qu'on peut trouver, on peut toujours trouver des moyens pour tabler sur les deux, c'est-à-dire répondre aux exigences sanitaires et puis permettre aux personnes de pouvoir faire leurs activités. Juste pour appuyer le propos, je fais vite, Martine, je ne prends pas de ton temps trop. J'aimerais partager aux participants ce soir une expérience concrète de terrain que j'ai vécue très fort et très en lien avec le propos de Galaxy, puisque mon dernier poste était dans un EHPAD d'un groupe privé à but lucratif où les normes d'hygiène et de sécurité étaient omniprésentes. L'objectif qui était le mien était de faciliter des tablées conviviales, c'est-à-dire mise de table, préparation du repas et petite vaisselle, rangement, etc. Pour aboutir à ce projet, il a fallu 8 mois. 8 mois d'écriture du projet. Donc, je sais que c'est très chronophage et que c'est compliqué. Et pour que ça puisse être validé par ma direction, il a fallu que j'accepte et que du coup, je propose aux habitants pour pouvoir participer activement à la tablée conviviale de porter des gants, des masques et des charlottes. Donc, au tout début de ce projet, nous avons été contraints de faire avec les règles d'hygiène qui nous étaient imposées par la direction.
Et au fil de l'eau, finalement, on a observé, parce que les résidents enlevaient les masques, enlevaient les gants, que naturellement, ces règles d'hygiène étaient difficiles à tenir. Et pour, au bout d'un certain temps, en arriver à la validation par la direction simplement de la vraie vie en EHPAD, c'est-à-dire on fait péter les masques, on enlève les gants et les charlottes et on fait la cuisine, tout simplement. Donc ça a été très long, très énergivore, mais je partage ça parce que l'objectif aussi, c'est ne jamais se décourager. Je crois qu'à chaque difficulté rencontrée, chaque défi qui jalonne notre route dans le déploiement des activités adaptées, il y a toujours des portes d'entrée et des pistes de solutions. Et là encore, ce n'est pas le temps qui manque, c'est forcément la patience. Voilà, pardon Martine. Je t'en prie Christelle, ce fut très intéressant. Donc, du coup, Elisa rebondit. C'est vrai, merci de revenir dessus. Je pensais aux personnes qui aiment danser en l'ayant observé, en l'ayant déjà observé. Merci pour votre réponse. C'était la réponse apportée sur la proposition danse et mise en mouvement des habitants. Super. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie de notre webinaire, Martine. Donc, on est parti de la pédagogie Montessori dans la classe de Gennevilliers, où finalement l'environnement est interactif et où le facilitateur d'activité est en arrière-plan. On a ensuite détaillé au travers des mots de Maria Montessori les grands axes de déploiement ayant pour objectif tous de viser l'engagement des habitants dans les activités adaptées porteuses de sens pour eux, pas pour l'animateur. Et maintenant, Martine, tu souhaitais parler pragmatique, purement concret, avec l'exemple de la cible. Donc, je te laisse la parole. Mais oui, parce que l'idée, ça va être aussi d'adapter toutes nos animations à la sauce Montessori, au principe Montessori. Voici une animation qui est souvent faite dans nos structures, c'est le jeu de cible. C'est le jeu de cible. Pour moi, toutes les animations sont des jeux de cible, car la cible, c'est l'objectif à atteindre. Mais là, on a une cible qui représente une cible et dont la cible est d'atteindre le plus grand score possible. Ça va? Il est intéressant de se poser la question, quels sont les défis que vont rencontrer les habitants? Le premier défi, ceux qui ratent la cible, forcément, risque de sentiment d'échec. Si tu n'es pas dedans, tu es forcément à côté, donc c'est échec. Ceux qui ne peuvent pas lancer la balle. Alors moi, je veux bien participer, mais je ne peux pas lancer la balle. On est d'accord? Donc, on ne participe pas. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit pas de bras. Pas de chocolat. Exact. Donc, toutes ces personnes qui ne peuvent pas lancer ne peuvent pas jouer. Bon, c'est dommage. Défi suivant, ce n'est pas une activité de groupe, mais bel et bien une activité individuelle avec un public. C'est-à-dire que chaque personne va se sentir observée lors du lancer. Et si ça réussit, ça va. Mais vous imaginez quand la personne loupe la cible. Donc ça ne va pas. Autre défi, le temps d'attente. Le temps d'attente. Alors, il faut de la patience, on l'a dit tout à l'heure. Quelquefois, ils ont un rythme relativement très ralenti. Si nous n'avons que 10 personnes c'est déjà pas mal. Hein. Dans ce style d'activité, la personne numéro 1 joue et met 3 minutes pour lancer les 2 palets ou les 2 sacs lestés. La deuxième remettra 3 minutes et la troisième 3 minutes. Enfin bref, en fin de cercle ou de demi-cercle, eh bien la personne a eu une vingtaine, une trentaine de minutes d'attente pour 3 minutes de jeu. Donc ça, c'est pas du tout optimiser l'activité. Donc le temps d'attente. L'animateur est le seul à être occupé en permanence durant l'activité. Vous voulez maigrir? Faites un jeu de cible.
vous êtes constamment en train de ramasser les balles, redonner les balles, glisser entre les jambes des participants parce qu'il y a des balles qui partent à droite, à gauche. Voilà, c'est du sport, c'est une vraie activité sportive pour l'animateur et pas pour les résidents. Et enfin, c'est une activité de compétition, bien sûr, avec un gagnant et des perdants. Réfléchissons ensemble, comment pourrions-nous adapter ce jeu de cible de manière à éviter tous ces défis? Réponse en image. L'adaptation de la cible, eh bien, on pourrait en faire un camembert avec des quartiers. Christelle, s'il te plaît. Ouais, pardon, j'ai été perturbée, mais il faut que je te le dise, Martine. Oui. On a un spectateur anonyme qui me dit c'est pas à partager, mais je suis désolée, c'est tellement beau, je m'autorise à partager ça. Vas-y. Il dit mais que j'aime la touche d'humour que vous mettez, vous êtes tellement vivante. Merci beaucoup, parce qu'en fait, avec Martine, quand on a préparé ce webinaire, on voulait que ce soit vivant, on voulait que ce soit pragmatique, on voulait que ça vous ouvre des pistes de déploiement des activités adaptées. Alors, on est très frustrés parce que le format est très court en webinaire, on ne peut pas parler directement avec vous, mais merci pour ce partage. Donc, pardon, c'est pour ça que j'ai décroché 2 minutes, Martine, excusez-moi. Ouais. Alors, je sais pas. J'y vais. On change la cible en camembert. Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai envie de vous dire I like you. Merci pour ça. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Donc, j'en étais à dire, je pensais que tu n'aimais pas le camembert, donc tu étais contre l'idée de mettre en place un camembert. Transformons la cible en camembert, c'est-à-dire en quartier de couleurs, de manière à ce que, quel que soit l'endroit où la personne va lancer, le palais ou le petit sac lesté sera automatiquement dans un des faisceaux de couleurs. Donc là, quel que soit l'endroit où ça va atterrir, ça va faire partie d'une couleur. On va associer à chaque quartier une tâche motrice adaptée. Ce que vous voyez, taper des pieds 5 fois, chanter une chanson, se passer un palais, etc. Ça, on peut, dans l'imaginaire, on peut faire plein de choses. Chaque quartier sera associé à une tâche motrice adaptée au groupe qui participe, bien sûr. Et là, je rebondis sur la remarque précédente d'Elisa. Ici, typiquement, un exemple d'une activité adaptée de mise en mouvement. Exactement. Chaque tâche est déterminée par un lancer d'un habitant. Bien sûr, on imagine quelques habitants autour de ce camembert. La personne lance, ça arrive sur le faisceau rouge, chanter une chanson. OK, continuons. Pardon, je lis. T'es encore perturbé par un admirateur? Oui, par un participant qui met des commentaires sympas, merci. Alors, tous les participants réalisent ensemble la tâche motrice, c'est-à-dire, je récapitule, une personne lance, ça atterrit sur un camembert qui donne donc une tâche motrice que tout le reste du groupe va réaliser ensemble, c'est-à-dire, je fais une personne lance, je reprends le groupe, une autre personne lancera et on reprendra le groupe de manière à ce qu'il y ait constamment de l'activité. Et là, on optimise à fond les 30, 40 ou 1 heure d'activité. Je pense qu'avec ce rythme-là, 30 minutes d'activité, c'est pas mal. Ce qui permet aussi de nous libérer peut-être dans d'autres activités après, hein, bien sûr, puisque voilà, 30 minutes, c'est pas mal. Alors, choisir au hasard le prochain lanceur. C'est vrai qu'on a tendance, nous les animateurs, et ça je l'ai fait pendant des années, eh bien on est dans un sens chronologique, on pense que c'est vachement rassurant. Ouais, mais le problème c'est que quand la première personne joue, eh bien la dernière personne se dit, ben, j'ai le temps de m'assoupir jusqu'à temps que mon tour arrive. Faites au hasard, de manière à ce qu'il soit toujours sur
sur le vif et surtout toujours en éveil. Voilà, cette activité de cible peut être, dirons-nous, peut avoir plusieurs variantes, hein. Par exemple, moi, je l'ai déjà faite. Alors déjà, je fais faire avec les résidents. Je prends des grands cartons qu'on trouve chez Aldi ou chez Lidl en dessous des packs d'eau. Pas de pub, Martine. Pardon. Chez et puis je leur fais peindre des secteurs. Donc, c'est eux qui réalisent leur propre outil. Les questions peuvent être sous forme de petites cartes. Et quand une personne tombe, alors les cartes sont aux couleurs des quartiers, quand une personne tombe sur une couleur de quartier, eh bien, elle prend une carte qu'elle lit devant tout le monde et encore une fois, la consigne motrice sera à réaliser avec tout le groupe. Alors, consigne motrice ou autre, hein, on peut donner tout, hein, on est d'accord. Voilà, je pense que, j'espère avoir été clair. Et enfin, oui, proposer aux habitants de distribuer la balle et lire la tâche lorsque nécessaire, ben, ce sont les rôles que l'on peut donner lors d'une activité, ce qui permet peut-être d'accueillir des personnes qui peut-être ont plus de difficultés que d'autres à lire, par exemple. Ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Comme ça, tout le monde peut jouer. Et on l'a vu encore une fois dans le film, hein, pas forcément de faire des groupes homogènes. On peut accueillir des gens avec plus ou moins de capacité si on contrebalance avec des rôles pour s'entraider, avoir ce rôle d'aidant, et ce qui va permettre aussi de stimuler la personne en voyant par mimétisme ceux qui ont les capacités de faire, et ça va donner un rôle à ceux qui savent, d'aidants, de personnes qui vont participer pour aider les autres personnes. Donc, c'est un joli amalgame. Pas forcément, alors je n'ai pas dit de ne jamais faire des groupes homogènes, mais ce style d'activité permet justement de mélanger, de faire des groupes non homogènes. Donc, ça veut dire aussi que l'activité inspirée de la méthode Montessori va permettre de fédérer la communauté grâce à l'activité, on va permettre aux personnes non plus de vivre côte à côte, mais ensemble, de partager l'activité ensemble. Les plus autonomes vont aider les plus en difficulté. On va créer du lien entre les habitants. Et autre question et remarque que je vois aussi dans la discussion, Martine, est-ce que sur ce type d'activité, on pourrait même imaginer que l'animateur, le facilitateur ne serve plus à rien et qu'un habitant soit leader d'activité? Totalement, à travers Montessori, repérez vos champions, repérez vos leaders, il y en a partout, des gens qui s'investissent énormément à un plus haut niveau que les autres, c'est-à-dire qu'ils mènent le groupe, mais bien sûr, puisque tout est possible à travers ce style de tâches à réaliser. Oh, bien sûr que oui. Et pourquoi pas un jour voir dans le même environnement un groupe de résidents faire cette activité menée par les résidents et puis l'animateur avec un autre groupe dans le même environnement faire une autre activité. Et là, on a vraiment, encore une fois, l'aspect du film que l'on avait vu en début de webinaire, la classe Montessori, voilà, avec des environnements, un environnement préparé, des activités diverses dans le même environnement. Donc, ça voudrait dire aussi que sur cet exemple d'activité cible, finalement, tout le groupe, enfin, l'environnement activité cible est pensé pour faire en sorte que chaque individu du groupe soit en réussite en fonction de ses capacités. Exactement. Si une personne est en capacité de lire, elle va lire les items. Si elle est en capacité de jeter la balle, elle va jeter la balle. Donc, ça voudrait dire qu'il ne va pas y avoir ce qu'on observe souvent, je pense notamment aux quiz dans les EHPAD, où on a toujours 2-3 participants à fond qui répondent à toutes les questions et puis le reste du groupe qui semble désengagé. Là, tout le monde va être acteur en même temps et en réussite en fonction des capacités préservées de chacun. Exactement. Et là, va se construire sur ce modèle la communauté. La communauté. Il est compliqué de faire un milieu de vie.
il est très, très compliqué parce que c'est vrai qu'on a une vision de du milieu de vie qui est personnelle. On a tous une vision de notre milieu de vie, de ce qu'est notre milieu de vie. C'est très, très compliqué de mettre en place un milieu de vie, quelquefois dans des EHPAD qui accueillent 80, 90, 100, 120, 130 personnes encore aujourd'hui. Par contre, faire en sorte de développer une communauté où chaque personne pourra avoir un rôle en créant peut-être des comités de résidents qui auront des rôles bien spécifiques. Pourquoi pas mettre en place des comités pour l'animation? Pourquoi pas mettre en place des comités pour la restauration? Pourquoi pas mettre en place… Enfin bref, voilà, aussitôt que l'on a compris qu'à travers les comités, c'est-à-dire les rassemblements de personnes qui ont les capacités et l'envie de le faire, eh bien, on va pouvoir construire gentiment une communauté dans laquelle chacun aura son rôle, sans prendre le pas sur l'autre parce qu'on a plus ou moins de capacité. Martine, remarque et question de Carole. Oui, Carole. Carole dit, ma question peut paraître stupide, mais je la pose quand même et merci. Il n'y a jamais de questions stupides. Jamais. La question de Carole, qui est bienvenue, est la suivante. Est-ce que quand vous partez d'une activité, par exemple distribution du courrier, vous recherchez l'habitant qui pourrait s'engager ou inversement? Ah, bonne question. Donc, ce n'est pas une question bête. Hein. D'après vous, est-ce que l'activité doit partir du sens que le résident, l'habitant, veut mettre à l'activité, c'est-à-dire son choix, son envie de le faire? Ouais, moi je partirais du choix du résident, de l'habitant pour mettre en place. Mais n'empêche que, pourquoi pas provoquer en distribuant peut-être vous le courrier, en étant observé par les autres habitants et pourquoi pas être accompagné d'habitants qui peut-être à un moment donné prendra votre rôle. Accompagnez-les. Je pense que les deux portes peuvent s'ouvrir, mais c'est vrai qu'il faut que ça ait du sens pour l'habitant, hein, que ça soit un choix d'activité, encore une fois. Et la démarche Montessori souvent est expérientielle, c'est-à-dire, moi j'appelle ça le miel et les abeilles. Donc c'est ce que dit Martine. Je vais dans un lieu de vie, je déploie une activité et je fais ce que faisait Maria, j'observe. Il va y avoir un phénomène qui s'opère que vous devez connaître, vous professionnels du secteur. Par exemple, j'arrive avec des livres adaptés, je déploie l'activité dans le lieu de vie et là, ça fait le miel et les abeilles. C'est-à-dire que tout spontanément, il y a des personnes qui vont observer le livre adapté, qui vont essayer de l'attraper, qui vont venir vers moi. En fait, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de la cuisse de Jupiter. Si je vois ça, c'est un signe d'engagement. Ça veut donc dire que la lecture, pour ces personnes qui sont attirées, alors fait sens. Et la distribution du courrier, c'est pareil. Je vais avec le courrier distribué, je sollicite l'aide des personnes. Si je vois spontanément le miel et les abeilles, les personnes qui viennent vers le courrier pour s'en saisir ou qui me regardent, alors ça suffit. Ça veut dire que j'ai observé que l'activité fait sens pour eux. Ça veut donc dire que je vais leur reproposer par la suite. Exactement. Et il faut le préciser, hein, il y a un des principes montessoriens qui dit « parlez moins, montrez plus ». Faites de l'activité et l'effet que Christelle vient de dire, vous allez voir comment ils vont s'agglutiner. Alors, ce qui est génial, c'est que les personnes qui vont venir à l'activité proposée, que vous êtes en train de réaliser peut-être seul à table, alors la subtilité, c'est de mettre des chaises forcément prêtes, hein, préparer l'environnement toujours hein, à accueillir les habitants, commencer l'activité. Les personnes pour qui ça a du sens, l'activité que vous allez proposer, vont venir s'asseoir et la faire. Alors attention, peut-être pas de la manière que vous concevez l'activité. C'est-à-dire, il m'est arrivé, par exemple, d'aller dans des secteurs de vie où je commence à jouer avec des dominos toute seule et les personnes arrivent
Et certaines personnes me prennent les dominos et font des routes. Ce n'est pas la consigne du jeu de domino. Alors, je fais des routes avec la personne. Je vais sur le terrain, j'observe ce qu'elle me propose et je la suis sur ce qu'elle me propose. Une autre personne arrive et elle me fait des murs. Alors, on fait des murs ensemble. Et puis, une autre personne, dans le même environnement, arrive et elle me dit, ben, Martine, c'est un trou que tu dois mettre. Donc, on va jouer. Voyez-vous? On va sur leur terrain, on les observe et ensuite, on va les accompagner sur peut-être une autre, comment dirais-je, progression. Vous le savez, hein, vous le faites naturellement. Vous le faites naturellement. Lorsque vous avez un enfant en bas âge, dans un parc, parce que vous êtes occupé, vous le mettez dans un parc, c'est un lieu sécurisé. Et puis là, dans ce lieu sécurisé, eh bien, vous y mettez de l'activité. Des activités avec des objets, du matériel qui attire l'enfant parce qu'il est interactif, avec les couleurs, avec les sons. Et puis l'enfant va jouer tout seul et vous le laissez faire. Ça ne vous pose pas de problème que l'enfant joue seul. Et là, vous ne surveillez pas votre enfant, vous veillez sur lui. Vous regardez de temps à autre. Et là, la tâche que vous étiez en train de réaliser se termine. Et là, vous avez quelques minutes à passer avec votre enfant. Vous enjambez ce parc. Vous voyez votre enfant faire une activité avec des objets et vous lui montrez une autre façon de faire. On le fait naturellement. On le fait naturellement. Alors, bien sûr, on ne met pas les résidents dans un parc, hein, bien sûr. Hein. Par contre, ils sont dans ce milieu sécurisé, hein, ce milieu sécure. Donnez-leur des choses à manipuler, des choses interactives, de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer à travers ces choses et observez-les dans ce milieu naturel. Et à partir des réponses que les résidents, les habitants vont vous fournir, mettez en place vos programmes d'animation. La plupart du temps, nous, les animateurs, nous faisons l'inverse. Nous imposons une activité et là, on se dit, ben mince, ben oui, ben ils n'aiment pas, ben non, ils ne veulent pas le faire. Ben pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas simplement choisi ou ce n'est pas leur réponse. Ton propos précédent, Martine, m'évoque les jeux de cartes. Souvent, on rencontre des personnes âgées qui jouaient très bien au tarot, par exemple. Et puis, les troubles cognitifs arrivant, ben, Madame Gertrude, elle ne peut plus jouer au tarot. Et finalement, dans l'activité inspirée de la méthode Montessori, l'activité jeu de cartes, l'objectif, c'est pas la performance, c'est pas bien jouer au tarot. L'objectif, c'est s'engager dans l'activité carte, jeu de cartes, qui peut-être fait encore sens pour la personne. Et là où tu parlais des extensions, on peut très bien utiliser l'outil jeu de cartes pour faire un outil de catégorisation, simplement trier les cartes, donc par couleur, le noir, les cartes, les signes noirs et rouges par exemple, qui est une activité ultra simplifiée qui va mobiliser les capacités procédurales préservées, mais pas du tout la mémoire déclarative abîmée, puisqu'il n'est pas question de connaître des règles du jeu ou de suivre un jeu de tarot classique. Il est question de prendre plaisir avec des cartes sous une autre forme. Voilà, donc ça m'évoquait ça, donc je me permets de le partager ici. Merci pour ça, Christelle. Et on fait référence donc à un autre grand principe montessorien. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise manière de faire une activité. Alors, il y a quoi alors? Ben, l'engagement. Il y a l'engagement. C'est ça qui est important, c'est l'engagement. Et je vous promets hein, qu'en tant qu'animatrice, ça m'a enlevé mais une épine. C'est plus une épine, c'est un pieu du pied. Parce que combien de fois on m'a demandé d'évaluer la résultante de l'activité. Alors que là, on évalue, on observe l'engagement, ce qui est totalement différent et bien plus facile d'observation. Alors, ouais, mais enfin, c'est pas parfait ce qu'ils font. Non, mais c'est fait par. C'est tout ce qui est important. Parce que nous ne sommes pas non plus parfaits. On a des remarques encore intéressantes, Martine, dans les questions-réponses. Donc, toujours Elisa qui a l'air fort engagée dans ce webinaire, merci. Merci et qui Elisa. nous dit, finalement, c'est un peu comme dans la pédagogie Freinet où le tutorat est la clé. Une très bonne méthode pour fédérer le groupe et valoriser les personnes.
Exactement. Mais oui, parce que Freinet ainsi que Piaget étaient de l'époque de Maria Montessori et ils ont mis en place une pédagogie active, centrée sur l'enfant. Mais oui, mais bien sûr que oui. J'ai mon chien qui Et une ouvre autre remarque de Mélanie qui me semble aussi tout à fait pertinente, c'est un peu comme le processus de remotivation. Selon le degré d'évolution de la personne, alors on va ajuster l'activité. Exact, Puisque exactement. le but, c'est l'engagement, viser l'engagement de la personne. Visons l'engagement. Sans l'engagement, il ne se passera pas grand-chose, quoi. L'engagement est vraiment la clé de voûte. Plus ils vont s'engager, plus ils feront, plus ils conserveront leurs capacités. Et si on travaille et on conserve les capacités, on peut permettre de travailler l'autonomie et l'indépendance. Voilà, encore une fois, c'est une spirale Et vertueuse. une autre remarque, Martine, est-ce Oui, que ça voudrait dire, je lis, est-ce que ça voudrait dire que l'activité, observer la personne pendant l'activité, permet aussi d'aller d'aller rechercher, d'aller voir des capacités qu'on n'avait pas forcément vues autrement? mais bien sûr que oui, d'où l'intérêt de, encore une fois, je le dis, d'adapter l'environnement. Mettez-leur des activités qu'ils iront faire spontanément. Et encore une fois, Maria Montessori disait, ne vous encombrez pas de tests, ne les mettez pas dans des cases, observez-les dans un milieu naturel, c'est-à-dire un milieu d'activité que vous allez proposer de manière à ce qu'ils puissent vous délivrer ces capacités. Ils n'iront pas faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Ils vont être attirés par des choses qu'ils vont réussir à faire, pouvoir faire. Alors bien sûr, en fonction de leur capacité et surtout en fonction de la manière dont ils veulent la réaliser. Ne leur imposons pas en plus, donnons-leur le choix de pouvoir faire l'activité telle qu'ils l'entendent. Bien sûr, mais bien sûr que oui. Là encore, préparer l'environnement activité, observer, adapter, et ça en permanence. Exactement. La préparation, pour moi, l'environnement est primordial. On agit différemment en tant qu'être humain selon les environnements dans lesquels nous sommes plongés. Quelquefois, on a des réactions différentes selon l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, l'environnement, pour moi, il est hyper important. On peut donc comprendre et provoquer, encore une fois, des choses à travers cette adaptation de l'environnement. Nous allons provoquer des choses, bien sûr que oui, pour éviter d'être dans la passivité. Et ça coûte pas cher. Hein. Quelquefois, on provoque les choses. Alors, je vais te donner une petite image, une petite idée. Par exemple, mettre une table à repasser. Sur cette table à repasser, vous y mettez du linge qui pend. Et là, vous laissez faire la magie. Vous allez voir, vous allez avoir des gens qui vont être attirés, alors peut-être des femmes, mais pas que, qui vont être attirés à plier, alors bon an, mal an, hein, mais plier le linge, ou le toucher, ou le... Bref, voilà. Là, une personne va vous démontrer ses capacités et surtout l'intérêt qu'elle porte à ce linge, donc aux tâches quotidiennes, par exemple. Tout ça pour tout. Mais provoquons les choses. Une autre question qui me semble être primordiale, Martine, que je t'amène là, que je te partage. Un participant nous dit dans le chat, mais alors ça voudrait dire que pour préparer l'environnement de l'activité, on peut solliciter l'aide des habitants, Mais totalement. créer le matériel pour la mise en place. Exactement, exactement. Imaginons qu'à partir d'un jeu de catégorisation du j'aime et j'aime pas, on recueille leur centre d'intérêt. Pourquoi pas réaliser cet environnement avec l'aide des habitants qui deviendra cet environnement leur environnement. Leur environnement, mais bien sûr, plus ils vont s'accaparer de cet environnement, plus ça sera le leur et plus ils s'engageront dans cet environnement. Mais bien sûr, D'ailleurs, là encore, moi pour ma part, je l'ai observé beaucoup au moment de la mise en place de l'activité. Donc, vous sortez le matériel, vous commencez à le déployer sur les tables. Souvent, là encore, vous avez l'effet miel et les abeilles.
il y a toujours quelques habitants qui viennent toucher, observer les cartons. Et nous, on veut tellement bien faire qu'on leur dit souvent, mais laissez Madame Gertrude, je vais le faire. Et nous installons l'environnement de l'activité. Et toute la difficulté là, c'est de ne pas faire à leur place, de les inviter à participer et nous de faire un pas de recul pour les laisser s'approprier l'activité dès la préparation de l'action, quoi. Exactement. Et n'oubliez surtout pas que plus vous allez utiliser ce principe, plus ils vont apprendre ce principe. Et plus ils vont, ça va devenir une habitude. Ils vont demander à créer, vous allez voir, hein, ça a un effet bœuf. C'est extraordinaire. Chez des gens que l'on pensait inertes, inactifs, pas capables d'eux, ou voilà, eh bien, on voit des personnes qui viennent vous chercher en disant, bon, alors on fait quoi aujourd'hui? Ça fait tout drôle, je vous le promets, mais c'est tellement d'une richesse extraordinaire. Alors là, encore une fois, je rappelle, le travail de l'animateur ou des personnes qui vont mener l'activité, ben, ça sera en amont, en préparation et durant l'activité. Eh bien, c'est eux qui vont faire. C'est eux qui vont prendre le pouvoir, entre guillemets, sur cette activité qui est d'ailleurs leur activité. Et là, ça change tout. Là, ça change tout. Ils reprennent confiance en eux. C'est extraordinaire. C'est vraiment une spirale virtueuse. Elle existe. Elle existe. Notre webinaire, Martine, touche à sa fin dans 5 petites minutes. Donc, si vous souhaitez rajouter des questions, elles sont encore bienvenues. N'hésitez pas, hein, je continue. Je suis désolée pour le décor, mais j'ai mon Australien qui est à mes pieds et qui, lui aussi, a une habitude et une routine. Il va lui-même chercher ses bonbons dans le placard. Excusez-moi, il a ouvert le placard. Ça, c'est le direct. Alors, petite question, est-ce qu'il y en a? Alors là, une remarque de Robert. Pouvez-vous me prévenir pour les prochains jeudis Montessori, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire avec Martine pour la suite. Donc, Voilà. les prochains webinaires, vous les trouverez sur le site internet d'AGED, dont je vais vous présenter les coordonnées ensuite. Donc, ceux qui sont à venir sont le 24 novembre 2022 et vont sur la thématique des bénéfices de la méthode Montessori dans les pratiques professionnelles. Donc, ce webinaire-ci sera animé par notre collègue Florence et il sera nourri de témoignages de professionnels de terrain et d'encadrants qui ont mis en place la méthode Montessori dans leurs établissements et qui en ont retiré de beaux bénéfices secondaires. Donc ça, c'est le 24 novembre. Le 15 décembre prochain, moi, je vous retrouverai avec ma collègue Joanie pour échanger avec vous sur comment faciliter la vie jusqu'à la fin. Donc toujours très imprégné des valeurs humanistes montessoriennes, comment accompagner la fin de vie des habitants en EHPAD. Et puis aussi, en plus des webinaires, il y a nos actions de formation. Donc sur cette thématique dont Martine est l'experte, donc faciliter la vie sociale en institution, la formation est au format 2 jours présentiel et la prochaine est programmée en janvier 2023. Alors, je vois encore des commentaires, je vais vite fait voir. Et je voulais spécifier aussi que durant cette formation de 2 jours, nous verrons la cible, bien sûr, mais d'autres animations proposées du style le loto, le quiz, et j'en passe et des meilleurs. Hein. On sera vraiment dans le pratico-pratique, à comment adapter les animations à la façon montessorienne. Alors, je profite du temps qui nous reste, Martine, pour t'amener encore quelques questions. Ouais. Une question de Guillaume, un monsieur qui est très actif dans sa chambre, déplace des objets, il a besoin de manipuler avec un risque de mise en danger. Est-ce qu'il y aurait des idées d'activités à lui proposer pour prévenir ou réguler, enfin tenter d'apaiser ce comportement problématique entre guillemets? Il serait intéressant de savoir ce que faisait monsieur dans la vie. N'était-il pas déménageur?
En tout cas, il a peut-être besoin beaucoup d'activité, ce monsieur, hein, peut-être parce il a beaucoup de capacités. Est-ce qu'il fait ceci dans sa chambre parce que tout simplement il s'ennuie? Il serait intéressant de savoir ce qu'il aimerait faire. S'il est dans la capacité de répondre, eh bien voilà, c'est facile, demandons-lui tout simplement ce qu'il aimerait faire. S'il n'est plus dans la capacité de répondre, mettons-le dans divers environnements qui lui proposeront des activités et voyons comment il réagit. Par quelle activité sera-t-il attiré? Oui, mais voilà, il faut les mettre en sécurité, bien sûr. Une autre question, Martine, d'Elisa, j'optimise notre temps. Si je comprends bien, alors dans la méthode Montessori, il n'y a pas d'évaluation, point d'interrogation. Alors, les évaluations, quand on évalue quelque chose, c'est que l'on veut changer quelque chose. Donc, il y a des évaluations, mais les évaluations arrivent lorsqu'on observe un changement dans le comportement de la personne. Et souvent, si c'est pour réajuster, eh bien voilà, peut-être une perte de capacité, par exemple, parce que la maladie avance. Donc, on évalue pour remettre en place quelque chose qui va être ajusté, réadapté. Entre les deux, contentez-vous de l'observation, puisque la plupart du temps, il existe une évaluation que j'appellerais primordiale, qu'on appelle le projet d'accompagnement personnalisé, où vraiment on fait une grosse évaluation de la personne sur ses capacités, sur ses goûts et non-goûts, enfin préférences, ses choix, etc. À partir de là, si on arrive à mettre en place des activités, continuer par les observer, tout simplement. Et l'évaluation arrivera lorsqu'elle sera dans une chose à changer, peut-être une perte de capacité. Ouais, parce que c'est vrai que nous, les animateurs, on nous demande d'évaluer, d'évaluer, d'évaluer. Et on ne sait plus pourquoi on évalue. Et d'ailleurs, les évaluations ne servent à rien, elles ne sont même pas lues. Les évaluations, on évalue lorsqu'on veut changer quelque chose. Sinon, entre deux intermédiaires, ce sont des observations. Des observations, bien sûr. Alors, oui, bien sûr. Il y a encore plein de questions et je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à tout. Merci de l'intérêt porté à ce webinaire et sachez que Martine restera disponible sur les actions de formation futures pour vraiment répondre à tout. Mais là, il y a quand même 2 questions et ce sera les 2 dernières, promis. Une question toujours d'Elisa qui nous dit « Et si les familles ne comprennent pas l'intérêt de cette méthode, comment on fait ?» Formez-les. Les familles, c'est un public en souffrance aussi quelquefois, c'est un public qui a besoin aussi de comprendre et c'est normal. Le jour où vous aurez vos parents en EHPAD, vous comprendrez mieux leurs réactions, ils ont besoin de comprendre ce qu'on leur fait faire. Alors, il faut les former à l'approche Montessori. Eh bien, il existe des conférences que l'on dispense lors de formations 3 jours, hein, aux familles pour qu'ils comprennent là où on veut en venir et pourquoi pas vous les informer sur ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez faire la méthode Montessori. C'est vrai que quelquefois, lorsqu'une personne âgée sert les membres les autres habitants un café, c'est vrai que pour la personne, la famille qui arrive et qui voit la maman servir, elle se dit, ben voilà, qu'est-ce que font les soignants? Alors, il faut expliquer, bien sûr, il faut leur expliquer. Les familles ils doivent travailler avec nous en partenariat. Ils doivent faire partie intégrante de l'équipe. Et eux aussi peuvent être facilitateurs d'activités adaptées pendant des visites différentes que tu développes aussi dans Exactement. Et qui connaît mieux que la famille l'habitant, enfin on espère, dans la généralité des cas. Hein. Donc, dernière question, Martine, et on devra s'arrêter, il est 19h passé. Tu as parlé des activités en libre accès. Est-ce qu'il faut qu'elles soient toujours au même endroit pour que les personnes aient des repères, des routines, ou est-ce qu'on peut faire bouger les postes d'activité en libre accès? Moi, je favoriserais quand même la routine, l'automatisme, c'est-à-dire que la personne, avec l'apprentissage d'aller rechercher constamment les choses au même endroit, eh bien, va y aller par automatisme, c'est-à-dire qu'aussitôt que la personne va s'ennuyer,
eh bien, elle aura la réaction, l'automatisme d'aller chercher l'activité. C'est pour ça que lorsque vous programmez un apprentissage de l'accès libre aux activités, accompagnez d'abord les habitants pour qu'ils aillent chercher l'activité sur l'étagère, pour qu'ils posent l'activité sur un endroit, une table, bien sûr, qui peut être lire la petite consigne, faire l'activité, ranger l'activité et la replacer sur l'étagère de manière à ce qu'il y ait la boucle complète en termes d'apprentissage. Pour ça, il va falloir avoir un moment d'accompagnement. Plus vous allez accompagner, plus la personne va apprendre des choses et plus vous allez pouvoir vous détacher car elle fera d'elle-même. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, c'est judicieux de laisser l'endroit d'activité en self-service au même endroit. Pourquoi pas démultiplier à divers endroits? Oui, mais il est intéressant. Alors, encore une fois, ça sous-entend pas forcément de garder toujours les mêmes activités. À un moment donné, on va pouvoir changer, c'est ce qu'on appelle une extension horizontale, garder le même cadre de self-service, d'activité, et proposer peut-être de nouvelles activités. Pourquoi pas des activités en fonction des grandes saisons, par exemple de l'été et de l'hiver, qui permettra à travers un environnement préparé d'activités, en plus, indiquer à la personne à quelle saison nous sommes. C'est une petite idée. Donc, Martine, merci pour ce riche partage. On aimerait rester davantage avec toi, mais le temps file et nous avons tous des choses à faire. En tout cas, dans l'attente, si vous souhaitez continuer à aller fouiller un peu sur le site internet d'AGED, en voici les coordonnées à l'écran. Vous y trouverez les replays des webinaires, des témoignages, l'offre de formation, le matériel adapté. N'hésitez pas du tout à aller fouiner par là. Nous avons aussi une page Facebook où sont mis à jour, où est mise à jour l'actualité d'AGED régulièrement. Donc n'hésitez pas, et là je réponds aussi à notre participante de tout à l'heure, sur la page Facebook sont diffusés les webinaires suivants. Donc pas besoin de chercher partout, vous aurez accès très facilement aux dates des prochaines rencontres. Et si vous souhaitez d'autres informations, l'adresse contact, adresse mail d'AGED, où vous pouvez formuler par mail vos demandes et l'équipe du bureau se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc merci à tous pour votre participation et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Désolée, au moment de c'est un exercice un peu compliqué parce que je n'ai pas l'habitude de parler à un écran. Je préfère le fait d'interagir avec les personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir été présent. Merci à ma sœur d'avoir suivi ce webinaire. Ça m'a fait plaisir extraordinaire. Merci. Merci à tous. Et n'oubliez pas, on vous aime.